donner l'âme ou la tension psychologique du philosophe Pierre Janet. J'y reviendrai. J'y reviendrai sur cette question de la tension psychologique. Mais, précise-t-il, ce n'est pas un état d'âme, c'est simplement une faute morale, alors là on peut sursauter, comme s'exprimait Dante, voire Spinoza. Un péché, ce qui veut dire une lâcheté morale, qui ne se situe en dernier record que de la pensée, soit du devoir de bien dire ou de s'y retrouver dans l'inconscient, dans la structure. Voilà, je pense que vous avez été saisi par l'invraisemblable condensation qui se produit à l'audition puis à la lecture d'un tel passage. Qu'en dire? Dans un premier temps, évidemment, soulever un malentendu. Lacan ne réprouve pas le dépressif. Il ne condamne pas moralement. Un point, c'est tout. Pour mieux considérer ça, prenons au sérieux la référence à Pierre Janet, qualifié par Lacan, c'est une vacherie, de philosophe. Il n'était pas que philosophe, il a régné sur la psychologie française avant qu'elle soit instituée comme gadget universitaire par la gauche. Un débat déjà opposait Janet à Freud. Janet, c'est le promoteur de cette variation de la tristesse qui s'est nommée fugacement la neurasthénie. Bon. Qu'est-ce que c'était que pour Janet la neurasthénie? C'était une baisse de l'énergie. Dans la correspondance que Freud entretint avec Wilhelm Fliess, la tristesse, la neurasthénie, vite absorbée par lui sous le vocable de mélancolie, n'a rien à voir avec une baisse de l'excitation, mais au contraire avec un surcroît de l'excitation. Manuscrit M. De sorte que nous nous trouvons déjà dès Freud avec face à un débat essentiel. Est-ce que la tristesse, c'est de l'abattement ou est-ce que c'est la concentration d'une mélancolie, d'une énergie mélancolique, plus exactement, qui n'arrive pas à se mettre en forme, à se dire en mots, qui n'arrive pas, en quelque sorte, à se bien dire. Et c'est cette pente-là qu'a choisi Freud dans un manuscrit qui associe l'anorexie, la mélancolie, c'est le manuscrit M, c'est cette pente-là que choisit Freud, non pas de considérer la mélancolie en termes d'un abattement, mais de la considérer comme un encombrement, comme quelque chose d'un état du lien entre le corps et la représentation qui n'arrive pas à trouver sa juste place. Cette objection faite à Janet me semble déterminante quant à l'histoire de la mélancolie et quant à, je ne peux pas développer tout, bien sûr, mais quant à la jonction qui s'opérera plus tard entre, je dirais, l'énergie du deuil et la mélancolie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais dire, je voudrais insister sur cette espèce de mouvement extraordinaire qui fait que Lacan, en un paragraphe, cite rien de moins que Dante et Spinoza. Alors, essayons d'y voir un tout petit peu plus clair. Alors, pour cela,
on travaillera sur la notion de lâcheté. Cette fameuse lâcheté morale, elle est ici dénoncée non pas d'un point de vue strictement clinique. Nul n'irait prétendre que Lacan ou les courants lacaniens auraient fermé leurs portes à qui fait une demande d'écoute et peut-être une demande d'analyse en mettant en avant le fait qu'il est déprimé. Nul d'entre nous, je le sais, c'est même pas la peine de dire que je l'espère, n'irait foutre un patient dehors en disant t'es déprimé, si tu me lâches moral, faut le camp. Vous êtes déprimé, si tu me lâches moral, faut le camp. Il ne s'agit pas de réprimer ou de réprouver le dépressif, mais de considérer que le problème général de la dépression doit se situer par rapport à la valeur de vérité d'un dire, en quelque sorte, que la lâcheté morale serait l'abandon d'une tension nécessaire, subjective, à l'exercice du bien-dire. Par quoi arrive évidemment Dante. Il arrivera, Dante, je dirais, pour aller vite, il arrivera sur deux lignes de réflexion. Or, la première réflexion, elle suppose un regard critique sur le dire dépressif. Le dire dépressif, au fond, est un dire d'insensibilité. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Plus rien ne me touche. Bon. Insensibilité peut être liée à la chute des idéaux, sans doute. Parce qu'un psychanalyste de la vieille école et dont la finesse clinique n'est plus à, n'est plus à critiquer, loin de là, qui s'appelle Pache, avait remarqué à quel point les idéaux du Parti communiste français, y compris l'abandon de la dictature du prolétariat, avaient causé un certain nombre de dépressions chez les syndicalistes de la CGT. Mais enfin, pleurer avec le dépressif, est-ce la meilleure façon de l'accueillir et de l'entendre? Ou fonctionner avec lui sur la rengaine de la lucidité? Vous savez, ce qu'on entend souvent, moi je souffre parce que je suis trop lucide. Est-ce une façon également d'accueillir le rapport du sujet à l'inconscient? Je crois que là-dessus, Lacan tranche radicalement. C'est pas le truc à faire. Faisons maintenant un détour par Dante. Le premier Dante, puis sur le Dante de l'amour avec Béatrice, pour ceux qui ont relu, il ne suffit pas de le lire, le texte de l'entretien télévision. Dante est un profond moraliste. Il ne répugne pas à utiliser le terme de péché. À cela près, du reste, il ne faut pas l'oublier, que le catalogue des péchés sur lequel il prend appui n'a rien à voir avec les péchés cardinaux. Ce sont les péchés tels qu'établis par Aristote, puis repris dans des compilations hétéroclites comme la métaphysique d'Aristote, qui est peut-être de métaphysique, mais qui n'est pas d'Aristote. Bon. Alors, Aristote, c'est quoi les péchés d'Aristote? C'est la déraison, la lâcheté. Ça vient de là, la lâcheté. Ça vient de là, c'était repris par Dante. La lâcheté en ce qu'elle rend accessible aux terreurs. L'irascibilité
On connaît tous le problème 31, l'homme de génie et la mélancolie, et l'injustice. C'est avec cela que Dante relie Aristote, et c'est avec cela que Lacan fait appel à Dante. Alors, le modèle, on va dire, un des modèles classiques de la mélancolie, c'est l'acédia. L'acédia, au moment où l'Église catholique se forme, est une machine de guerre lancée par Évargue le Pontique et quelques autres, dont Lactance, par exemple, contre les anachorètes enivrés de leur rapport à Dieu. Une trace récente, c'est la tentation de saint Antoine de Flaubert. Dans le chant 7 de l'enfer, Dante rassemble les vestiges des anachorètes condamnés par le péché d'acédia. On se souvient de ce chant 7, hein, où Virgile et Dante sont devant un peuple qui surgit d'un marais, d'un marécage un peu, enfin comme tout le marécage, un peu nauséeux. Marécage, c'est le lieu de putréfaction indistincte des corps. Et voilà tout un cortège d'âmes scotchées, collées au limon du marécage, qui, je cite Dante, je suis très content d'avoir eu l'occasion de le relire grâce à ce séminaire, qui, je cite Dante, font bouillir les marais de leurs tristes pensées. Dante les appelle les limoneux. Cette appellation plutôt vacharde fut prise au sérieux par Queneau dans son livre magnifique Les enfants du limon, qui est une mise en épopée de tous les fous, de tous les fous, de faux. Il y a certains qui n'étaient pas vraiment fous, mais enfin, un lapsus, de tous les fous littéraires, que Blavier, son bras droit, son secrétaire, parfois plus que cela, son alter ego, avait pu recenser. Il faut lire en parallèle le dictionnaire des fous littéraires de Blavier et les enfants du limon de Queneau. On voit bien ici que le trait mis sur Dante désigne, on ne peut plus clairement, que la lâcheté morale ne signifie pas que la personne n'est pas courageuse dans la vie, ça n'a rien à voir, désigne l'impossibilité de toucher quelque chose de l'expérience de l'inconscient. La douleur analgésique, qui est vive évidemment, qui est très vive, la douleur analgésique serait peut-être cette plainte lancinante, morose, de ne pas pouvoir nouer le corps et l'inconscient, mais une plainte qui sert évidemment de devanture, sinon de parole. Il se trouvera plus tard que dans Télévision, encore 10 minutes, 10 minutes, tout plus. Il se trouvera plus tard que dans Télévision, Lacan fasse appel à Dante pour une autre raison. Dante, c'est aussi un immense théoricien de la rencontre amoureuse. Mais
Pas de fadaise. On n'est pas dans le grand guignol romantique tardif. Pas de fadaise. Lorsque Dante parle de la femme aimée, il souligne, et Lacan est sensible à cela, qu'il n'est de désir de l'amant que pour une jouissance qui n'est pas atteignable. En d'autres termes, l'amour serait ce tour de force qui suppose à l'autre une jouissance qui ne serait pas orchestrée par notre castration. Dès lors, on comprend fort bien que cette supposition, si elle déclenche une passion amoureuse quelque peu désespérée, puisse également déclencher quelques haines tout à fait résolues. Voilà donc ce que Dante rejette. L'assédia du sujet limoneux, jeté dans la tristesse, et qui n'a pas accès à cette division que procure en lui l'aventure sublime de l'amour, où il s'agit d'être happé par le mirage de l'autre, la femme aimée pourtant, à laquelle nous supposons, à laquelle l'amant suppose une jouissance qui n'est pas orchestrée par sa castration. Et poursuivons un peu plus loin ce texte de Lacan, enfin cet enregistrement de Lacan. Dans la réfutation que Lacan fait d'un modèle énergétique sommaire, qui est celui de Pierre Janet, évidemment, je ne dis pas, je vous encourage à lire Pierre Janet, de l'angoisse à l'extase, il a comme on dit, des rencontres cliniques magistrales. Il n'y a pas de foutre Pierre Janet à la poubelle. Mais on ne peut pas se guider avec ce que dit Janet. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il nous parle de Janet? Qu'est-ce qu'il en a à faire en 64, alors que les noms du père préfigurent RSI? Qu'est-ce qu'il en a à faire de Janet? Rien d'autre que cela, que de dire que la psychanalyse qui a tordu Freud, qui l'a essoré, qui l'a affadi, est retournée à Genève. Mhm. La smagda est janétienne. Voilà pourquoi arrive Janet. Mais en aucun cas une interdiction de lire tout Janet. Enfin, tout Janet, c'est un peu barbant, mais de l'angoisse à l'extase, ça tient. Et qu'est-ce qu'il veut défendre, Lacan, en télévision, en parlant de Janet? Il ne se prend pas pour Freud qui ne voulait plus entendre parler de Janet, qui ne l'a plus jamais reçu, etc., etc. Bon. Il veut défendre sa théorie de la pulsion. Voilà ce que Freud avait mis en place dans son opposition à Janet et à quelques autres, histoire 3 balles. Et là, Lacan prend appui sur les leçons, pardon, je suis très enroué aujourd'hui, je suis désolé, 13 à 15 de son séminaire 11, les 4 concepts, pas, en soulignant que la pulsion produit du sujet désirant dans la rencontre du langage et du corps vivant. Elle ne peut pas se réduire, la pulsion, en des termes énergétiques. Son modèle de la pulsion imprime la marque du signifiant via la demande de l'autre, la demande à l'autre, sur, sur le trajet pulsionnel. Le corps pulsionnel n'est pas du corps réel. Touche le corps réel, mais on ne peut pas dire corps pulsionnel et corps réel, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Bon.
En somme, prenant, réévaluant sa théorie de la pulsion, un peu qui, qui est nécessaire pour dialoguer avec les psychanalystes de son époque. Parce que Lacan bataillait, ferraillait, polémiquait, râlait, mais il a été un insatiable commentateur des psychanalystes français anglo-saxons de son époque. Il n'y a pas, quand on lit Lacan, on n'est pas devant quelqu'un qui refuse de lire les autres. C'est une bêtise. Mais il tient ferme à cette question de la pulsion parce que ça va lui permettre de relancer sa théorie des relations entre le corps et le langage, à savoir de mettre en avant l'isomorphisme topologique entre la béance que l'inconscient instaure dans le sujet et celle autour de laquelle la pulsion structure l'appareil du corps. Alors plus loin dans la télévision, mais pas vraiment plus loin, parce que je suis accroché à quelques paragraphes, Lacan nous instruit de cela que la manie conduit au pire. Dans la mesure où la manie ruine tous les pseudo-appareillages de l'isomorphisme topologique entre cette béance qu'introduit l'inconscient dans le sujet et celle autour de laquelle la pulsion structure l'appareil du corps. Qui permet, chez Lacan, de dire que dans la réversion des pulsions, voir être vu, manger, être mangé, etc., restons corrects, se crée une naissance d'une qualité du sujet qui est de se faire voir, se faire manger, etc., etc. Mais continuons un petit peu dans le texte même de télévision. Continuons un petit peu. Et puis je terminerai là-dessus. Hein. Il y a deux points intéressants qui est son rapport à Spinoza et son rapport à ce qu'il appelle le gai savoir. Je vais en parler rapidement parce que l'important c'est que nous parlions ensemble. Spinoza, oui, c'est l'éthique, bien sûr. Et en particulier, c'est le livre 3 de l'éthique, qui s'appelle Logique de l'affectivité. Je ne le passe pas en revue, j'ai pas le temps, peut-être ça égarerait. Mais je voudrais insister, c'est très Spinoza évidemment, mais je voudrais insister sur la lecture, excusez-moi, je trouve ça, la lecture que Deleuze, Gilles Deleuze, a pu faire de Spinoza. En insistant sur ce que Deleuze nous propose être une théorie de l'inconscient, spinoziste, hein, un lieu de connexion causale que la conscience méconnaît, n'en connaissant que les effets derniers. Autrement dit, il n'existe pas chez Spinoza un champ affectif obscur, séparé du champ intellectuel. De même qu'il n'y a pas de clivage posant l'esprit comme éminent par rapport au corps. Esprit et corps
sont des modes d'une substance unique. Il ne m'apparaît pas trop farfelu de supposer que dans son rapport à Spinoza, dont il fut un lecteur formidable, Jacques Lacan lui-même, dans sa lecture, il a pris un élan pour penser le corps autrement que comme une matière inerte qui recevrait comme un acte de grâce, voire parfois comme un coup de grâce. On lit Jean Guir sur ses thèses absolument épouvantables sur le cancer, qui recevrait la marque du symbolique. Il me semble que le corps est posé là, dans son énergie désirante, que l'embrayage des représentations sur le corps ne font pas du corps quelque chose d'inerte, mais quelque chose qui va se composer en dehors des corrections du miroir, qu'on appelle la topologie, et que l'on a dans le rapport de Lacan à Spinoza, je dirais, une décision qui rompt avec le dualisme corps-esprit, dualisme peut-être reconduit de façon poussive par qui ne prend pas au sérieux, comme Lacan a tenté de le faire dans le séminaire 11, la question du rapport entre pulsion et symbolique, pulsion, corps, symbolique. Reste maintenant à comprendre, peut-être, c'est juste ma façon de comprendre, que lorsque Lacan parle de lâcheté morale, il ne désigne pas une foule de limoneux. Il ne désigne pas une corde d'antispinoziens. Il désigne un point sensible chez tout analysant. Lorsque le sujet lâche sur son désir et s'offre de façon passive à la jouissance. Lorsque ce sujet qui naît de la réversion des pulsions s'offre comme un objet de la jouissance de l'autre, cédant de ce fait dans une espèce de complétude à la saisie des embarras de son propre désir. Il y a une complétude de cet ordre-là, totalisante ou masochiste, si l'on veut, tellement commode. À l'orée, à l'horizon de cette lâcheté, dont je voudrais faire sentir que ce mot de lâcheté renvoie aussi aux cordes qui nous soutiennent, aux ordres qui nous soutiennent, aux ordres topologiques. Il y a là un horizon d'idéal de complétude. Et voilà la troisième référence de Lacan. C'est la référence au gai savoir. Un nouage entre jouissance et savoir qui ne saurait satisfaire à la gourmandise du surmoi. Et Nietzsche arrive. Nietzsche qui dit « Et je me ris de tous les maîtres qui ne se moquent pas d'eux-mêmes ». Nietzsche qui écrit en 1882 Die Fröhliche Wissenschaft, le gai savoir, nous renvoyant tout de même à Rabelais, à cet amour des coqs à l'âne, à cet amour du jeu de mots, à cet amour de l'errance qui se trouve un but, à cet amour peut-être de ce que la langue crée dans nos verbiages d'occasions heureuses, parfois radieuses et souvent nécessaires. Voilà comment j'ai lu ces deux paragraphes. Voilà. Merci de votre attention. J'espère avoir dit des choses à peu près possibles.
En tout cas, merci de votre attention. Merci Olivier, merci. C'était tout à fait passionnant. Je pense qu'il fallait en effet faire cet immense détour que tu as fait à partir du paragraphe lacanien sur cette lâcheté morale, cette tristesse comme lâcheté morale. Il fallait faire tout ce détour, puisque ce sont ses références à lui, bien sûr. Et oui, Il fallait passer par là, tu as tout à fait raison. Et c'est un chemin, il faut bien dire, qui en soi est assez délicieux, n'est-ce pas? Euh, 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 Parce que il y en a certains dont j'ai une petite idée, notamment lorsque tu parles de Dante, évidemment, puisque de Dante, il souligne, tu l'as vu, toi, tu, tu, tu as repris essentiellement son rapport à l'inconscient, si j'ai bien compris. oui, Mais oui. voilà. Mais de Dante, il dit qu'en somme, dans ce paragraphe, bien sûr, puisqu'il en parle dans de maints endroits, mais dans ce paragraphe, il indique qu'en somme, Dante n'a pu retenir, n'a pu énoncer que cette toute petite, minuscule chose qui était le regard de Béatrice, c'est-à-dire donc en effet un tout petit objet A dont il a seulement pu se saisir et rien d'autre. On sait bien que le regard de Béatrice, enfin on le sait bien si on a lu la Vita Nova, bien sûr, on sait bien que le regard de Béatrice, ça n'est pas la seule façon dont elle s'est manifestée par le fameux salut. Et oui, et oui. C'est-à-dire que c'est elle qui a pris l'initiative du salut, retenez-le bien, c'est-à-dire que c'est elle qui a, d'une certaine façon, alors qu'elle était d'une façon tout aussi certaine, toute petite, au début, c'est elle qui a lancé à Dante un tout petit signe minuscule d'un désir. Et que c'est cette effraction, en quelque sorte, du désir de l'autre que Dante, en effet, qui est strictement incapable d'accéder au mode autre de jouissance, à cette jouissance de l'autre, ça Lacan le dit en toutes lettres, une jouissance donc qu'il a saisie par ce petit bout, ce regard, mais à laquelle il est strictement incapable d'accéder, qui est pour lui absolument insaisissable. Donc, je trouve remarquable que quelque chose qui pourrait, après tout, cette incapacité d'accéder à une jouissance autre qui tout de même était pas si féroce que ça, c'est le moins qu'on puisse dire, et même très courtoise, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, pourrait être qualifié de lâcheté après tout. Mais c'est justement pas le cas. C'est justement pas le cas parce qu'on sait bien que de tout ça, Dante a fait une œuvre gigantesque, et en effet une œuvre construite sur le principe du bien dire, en effet, et donc de bien le dire, et que donc Lacan a tout à fait raison, je trouve, de le convoquer à cet endroit-là. La lâcheté morale, ça n'est pas celle-là, ça n'est pas ne pas pouvoir avoir accès à la jouissance de l'autre, c'est autre chose. Alors, tu as dit plein de choses formidables, mais je vais peut-être, avant de poursuivre, proposer à ceux qui ont une question ou une remarque à faire à Olivier, maintenant qu'ils le disent. Non, Youpi. pas de questions? Ça viendra peut-être après. Oui, alors un autre point, par exemple, tu as presque fait de la lâcheté morale, du terme de lâcheté, une notion topologique, je suis tout à fait d'accord. Peut-être pas presque d'ailleurs, peut-être complètement. En tout cas, je suis tout à fait d'accord. Euh, Ce terme de lâcheté morale, j'en ai eu l'expérience autour de moi parmi des personnes qui avaient lu le texte de Lacan et qui s'étaient trouvées avoir connu des épisodes, sinon mélancoliques, du moins gravement dépressifs. Ce terme de Lacan les a, pour une en particulier, je dirais littéralement fouettés. C'était le terme de lâcheté morale pour qualifier la tristesse du déprimé, donc, a été reçu.
par beaucoup de personnes, tu le sais d'ailleurs, tu l'as mentionné d'une certaine façon, a été reçu à juste titre, comme un coup de fouet, littéralement. Alors tu disais, ça n'est pas du mépris. Ben, évidemment que ce n'est pas du mépris. Il n'est pas assez sot pour mépriser des patients, c'est grotesque. Ça serait grotesque. Donc c'est pas du mépris, absolument, et je trouve que tu l'as fait sentir d'une manière remarquable avec, encore une fois, ce grand cheminement que les références de Lacan appelaient. C'est pas du mépris, c'est en effet plutôt une question d'un nœud un peu lâche. Oui, D'un, oui, 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 c'est pas nosologique. voilà, c'est ça. Le D'un dépressif, nœud, le absolument. reste D'un nœud moral, un peu lâche, topologiquement parlant, ça. mais ce qui nous invite en quelque sorte à une sorte de contresens, je dirais, c'est que si c'est de la topologie, c'est pas de la morale. Et, Absolument. C'est de et l'éthique. non, mais je suis d'accord, attends, tu l'as très bien dit. C'est absolument pas de la morale. Tu as tout à fait raison. Il manquerait plus que ça. Qu'un Bah ouais. psychanalyste se permette de faire la morale à ses patients. Ça serait vraiment, ça a paru vraiment comme quelque chose de grotesque et de féroce à la fois. Bon, alors, Lacan avait le secret des formules provocantes. J'en dirai un mot tout à l'heure sur d'autres choses. Et il est vrai qu'avec cette notion de lâcheté morale pour qualifier la tristesse du déprimé, il est vrai que c'est une formule extrêmement provocante, même s'il la reprend à sa façon de Spinoza et de Dante. Bon. C'est reçu véritablement comme un coup de fouet, mais en même temps, ça n'est jamais reçu effectivement par en tout cas les personnes concernées que j'ai pu entendre, comme un mépris, jamais, jamais. Mais plutôt, alors pour le coup, plutôt comme un jugement moral, ce qui est faux. Ce qui est tout aussi faux parce que ça n'est pas un jugement moral. Euh, euh, Néanmoins, il parle de faute. Alors, faute, c'est quand même quelque chose de moral. Mais en même temps, si on reprend le terme de faute, comme tu l'as fait, c'est-à-dire au sens topologique oui, au sens topologique, eh bien, on aperçoit à nouveau qu'il s'agit de quelque chose de topologique, c'est-à-dire d'une faute du nœud, et non pas évidemment d'une faute du sujet. Donc, je trouve que c'est un commentaire tout à fait essentiel que tu as fait. Ah bah, merci beaucoup. Merci, formidable. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions à nouveau? Oui, Vas-y. oui, bonsoir à tous, toutes. Oui, Oui, merci Olivier pour ce très bel exposé. oui. Voilà, c'est une question, peut-être plutôt une remarque. Quand tu parles d'isomorphisme entre l'inconscient et la pulsion dans le séminaire 11, je pense que tu fais allusion à la lamelle. Développe un peu. Continue, Brigitte. Oui, Continue. La question ne suffit pas en l'état. Oui, ça, oui. Continue. Alors un cette béance qui c'est cause bien, l'inconscient, mais trouve qui un ouvre argument. l'inconscient dans le sujet, et la béance dans la pulsion, c'est la lamelle, je suppose. C'est Bah, ce que Lacan a théorisé par ce mythe. Parce que tout dans le séminaire 11, enfin tout, en fait, il y a un isomorphisme entre les quatre concepts. Manque à dire, l'inconscient comme manque à dire, le transfert comme manque à la rencontre, Mhm. le, non, la tuquet comme manque à la rencontre, le Mhm. transfert comme manque à symboliser, et la Mhm. pulsion comme manque de la libido. Enfin, comme manque d'une libido proprement qui serait génitale. Manque d'une libido génitale. Mhm. oui, bon, écoute, tu as une lecture vraiment formidable du séminaire 11 en quelques formules, et je te remercie. Mais la question de la lamelle, oui, elle est assez évidente, et tu fais bien de la souligner. Cela étant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le devenir topologique de ces notions. Merde, Mhm. c'est ça qui m'intéresse. Mhm. Mhm. Bon, Mhm. quand Lacan parle d'un trou dans le réel, trou dans le symbolique, on a dépassé d'une certaine façon, grâce à lui.
la question Hum, du manque, hum, ça, moi qui m'intéresse. hum. Mais était-ce possible de faire ce pas topologique sans avoir étagé ces manques? Je pense que non, et je te remercie de nous les avoir rappelés. Mhm, mhm. Très bien. D'autres questions ou remarques? Non? Alors, dans ce cas, je vais, moi, passer à l'exposé suivant. Et évidemment, vous pouvez soit m'interrompre si vous le souhaitez pour une précision ou en cours de route, soit reprendre des questions pour Olivier tout à l'heure et on discutera les deux exposés en même temps, à nouveau. Alors, donc, vous le voyez à quel point, au fur et à mesure que nous déplions quelques propositions, quelques-unes seulement, du film et du texte de télévision, vous voyez à quel point elles sont denses, elles sont novatrices, combien elles interpellent notre actualité de façon radicale. Euh, Au point que ce texte de télévision doit être tout à fait compté dans les abords essentiels de Lacan de la dernière période, alors que c'est rarement fait. C'est rarement fait. Et que ça condense ce texte une mine de trésors, véritablement. Donc, la dernière fois, vous avez vu en quoi, je le mentionne simplement, je n'y reviens pas bien sûr, en quoi cette analyse du racisme sexuel ou sexué, comme on voudra, pour qualifier précisément le rapport de l'homme et de la femme, qui était efficacement comparé au racisme ordinaire dans ce texte, pouvait comporter en effet les mêmes critères, les mêmes ressorts, et chez Lacan, le même pessimisme sur leur devenir, vous vous souvenez. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes quand même obligés, pour ma part en tout cas, de considérer néanmoins que notre savoir peut ou pourra porter quelque chose de mieux que l'actuel. Néanmoins, malgré ce pessimisme de Lacan, dont je comprends parfaitement en quoi il est justifié, bien sûr, et notamment donc sur le racisme sexuel. C'est d'ailleurs ce pessimisme mesuré ou contrôlé que je propose, c'est à la manière dont, dans une analyse, quelquefois, il arrive que parfois un temps durant très très long, aucune issue, dans une analyse qui fonctionne, je ne parle pas de celle qui ne fonctionne pas, dans une analyse qui fonctionne, pendant très longtemps pourtant, face à l'exhaustion en quelque sorte des nœuds infiniment serrés de la structure qui semble inextricable, on ne voit aucune issue susceptible d'exister. Et pourtant, lorsque l'analyse est poursuivie assez longtemps et suffisamment bien conduite, quelque chose souvent, le plus souvent, dans mon expérience, se produit. Quelque chose que l'on n'attendait pas et qui modifie massivement le paysage psychique et la vie qui va avec. Et souvent, il faut bien le dire, définitivement. Donc, je me base sur cette aperception de l'expérience. En attendant donc qu'il ne le soit pas, le pire toujours sûr, je vous propose donc ce soir de poursuivre le commentaire de deux phrases à forte résonance de Lacan dans le texte de télévision, qui n'ont pas le même sens, je le souligne d'emblée, à l'écrit et à l'oral. De nombreuses phrases de Lacan ont cette particularité, où l'on ne peut saisir leur sens et leur visée exacte à l'oral parce qu'on ne sait pas comment c'est écrit, ou quand on ne sait pas comment c'est écrit, et que la façon dont c'est écrit change tout. Par exemple, une phrase que vous connaissez bien, que j'ai déjà mentionnée de nombreuses fois et qui est mentionnée par toute une série d'auteurs, la femme n'existe pas. Cette phrase-là, elle se présente à l'oral, évidemment, et c'est parfaitement volontaire, vous n'en doutez pas un instant, comme une insulte misogyne, à l'oral. Elle a évidemment résonné ainsi auprès des discours féministes qui ont, à partir de cette date, les années 70, définitivement rangé Lacan parmi les ennemis du féminisme et de Simone de Beauvoir en particulier. Pourtant, ça n'est pas si simple, on s'en doute. Et Lacan s'amusait manifestement beaucoup des équivoques et des blagues qu'il pouvait faire à ce propos ou à d'autres propos sans être toujours compris.
Certaines de ces blagues, d'ailleurs, donnaient lieu à des contresens qu'il attendait manifestement. La plus vieille de ces blagues, je vais la rappeler, j'en ai plusieurs fois parlé. La plus vieille de ces jeux de mots restés incompris, c'est celle du dessin et du destin. Vous vous souvenez dans l'écrit de la lettre volée? Là où il avait écrit deux fois dans ce texte les vers extraits de la pièce de Crébillon, Attrait et Tieste, un dessin si funeste s'il n'est digne d'attrait et digne de Tieste, qui se situe donc dans la pièce au moment où le frère assassin va tuer l'autre pour régner à sa place, mais où Lacan l'avait cité la deuxième fois dans le texte sur le séminaire de la lettre, le séminaire de la lettre volée, il l'avait cité, vous vous souvenez, la deuxième fois, c'est-à-dire après que la lettre volée ait été reprise par le détective Dupin à son voleur, et que le détective Dupin ait laissé ce mot ironique à la place, les vers de Crébillon, que je viens de mentionner, le vers de Crébillon que je viens de mentionner. La deuxième fois citée par Lacan comportait le mot destin et non plus le mot dessin, qui est évidemment le terme exact dans la pièce. Beaucoup se sont penchés sur cette énigme sans la résoudre. En fait, elle n'est devenue claire, pour peu qu'on s'y penche, bien entendu, qu'on s'y repenche, bien entendu, qu'à partir du deuxième texte de Lacan sur la lettre volée, celui de 1969, comme préface à l'édition Poche des Écrits. Alors, ce deuxième tour du premier texte, de celui du dessin en destin, euh, on s'en aperçoit, consistait pour Lacan à se moquer du détective malin avec son message sur le dessin funeste, parce que ce détective prédisait au ministre maître chanteur le ridicule public, un ridicule public, une fois que la lettre lui avait été reprise et qu'il voudrait, au moment où il voudrait s'en servir, alors qu'il n'avait plus évidemment son instrument de chantage sur la reine. Eh bien, Lacan jugeait, et si je reprends ce commentaire, je vais vous expliquer pourquoi. Lacan jugeait qu'en fait, le ministre ne se ridiculiserait pas du tout parce qu'il découvrirait qu'il n'avait plus la lettre avant de s'en servir, évidemment, mais en outre, il s'apercevrait, peut-être même il supposerait, que la reine lui laisserait quand même du pouvoir, voire son pouvoir, après l'avoir neutralisé, c'est-à-dire après lui avoir repris ou fait reprendre l'instrument du chantage. Si je le mentionne ici, c'est que ça fait partie des phrases de Lacan qui sont restées très énigmatiques pour beaucoup des phrases ou des tours de Lacan qui sont restées très énigmatiques pour beaucoup de lecteurs et qu'il faut vraiment le traquer, si je puis dire, ce texte est très loin devant pour enfin le comprendre. Et si je le mentionne, c'est que ces textes-là, et la reprise de ce texte-là en 69, constitue une métaphore extraordinairement puissante, radicale, critique du rapport de l'homme et de la femme dans les discours et même hors du discours. La lettre, Lacan nous a dit qu'elle représentait le phallus comme instrument du pouvoir et qu'elle a été volée à la femme dont le phallus est le signe. Le signe de l'être, évidemment, pas le signe de l'avoir. Elle lui a été volée par ce qu'il considère comme équivalent à l'homme, l'homme comme tel, c'est-à-dire l'homme universel que représente ou que ce ministre incarne. C'est donc une métaphore tout à fait radicale de l'histoire du rapport des sexes que de supposer que la loi sexuelle, c'est celle qui construit un homme universel, la loi sexuelle qui s'énonce, vous vous souvenez, concernant l'homme comme le définissant comme ce qui a et ayant ce qui est, la femme, l'objet féminin, et bien donc de considérer que cet homme universel qui a été construit dans cette loi sexuelle qui le définit ainsi, eh bien c'est donc en quelque sorte un vol de la lettre, un vol du phallus. Lorsque de nos jours cette lettre a été reprise à l'homme, puisque c'est le cas, et c'était déjà le cas bien entendu en 1969, lorsque Lacan écrit le second texte,
Lorsque de nos jours on peut dire que cet homme universel n'a plus le phallus comme instrument de chantage sur la femme, eh bien cependant, en effet, il n'est pas, il ne sera pas, prophétise Lacan, ridiculisé, en quelque sorte parce que la femme, comme la reine, je cite, ne fera pas pièce à son pouvoir de ce qu'elle l'est désarmée. C'est effectivement ce qu'on observe de nos jours, à part, disons, dans la sphère balance ton porc, c'est-à-dire à part la sphère des abus sexuels, à part cette sphère-là, c'est effectivement ce qui se passe. Et même Lacan ajoutait, et j'en termine avec ce souvenir, que de l'avoir désarmée, elle en tombera logiquement amoureuse, la reine. On voit combien cette métaphore inhabituelle, que je n'ai entendue à peu près nulle part, même son approximation, je veux dire en dehors de la psychanalyse, cette métaphore inhabituelle pour saisir l'actuel de ce rapport est tout à fait puissante et radicale. Je ferme cette parenthèse en soulignant donc que cette blague écrite du destin, ce tour supplémentaire, ajouté par Lacan dans le texte de la lettre volée, au propos terminal de Dupin chez Poe, était bien trop complexe pour être entendu en effet, et qu'il ne fut pas lu, ou bien il fut interrogé, vous le savez, il a été interrogé très loin par Jacques Derrida, mais sans réponse, et volontairement d'ailleurs, sans y donner de réponse. Bien. Parmi les tours présents dans Télévision maintenant, qui nécessitent de même une lecture pas à pas à l'écrit et à l'oral pour les saisir. Il y a donc le fameux « la femme n'existe pas ». Évidemment, le but de cette formule, c'est qu'à l'oral, on ne puisse pas entendre la majuscule du « la ». Ça va de soi. Et que par conséquent, cette formule puisse résonner, je le répète, comme une injure sexiste. Ce que les féminismes n'ont pas hésité à faire, et l'ont lu ainsi, bien qu'elles se doutaient qu'il y avait là un loup derrière. Néanmoins, ils n'ont pas été, les féminismes, beaucoup plus loin que ça, ce que Lacan ne semblait pas détester après tout. Non pas qu'il y ait ce malentendu profond, je veux dire. Non pas parce que c'était une injure sexiste, évidemment. Non pas parce qu'il était simplement en désaccord avec les discours féministes, mais parce qu'il avait pris autrement, tout autrement, la question de la femme. Il l'avait prise d'une certaine façon que pour ma part, je considère, je l'ai déjà dit souvent, je le répète, comme féministe. Mais évidemment pas le même féministe, pas le même féminisme. Un féminisme du patou, celui que j'étudie, celui qui me convient, et non pas un féminisme du tout, comme le font les discours féministes. Eux, ces discours-là avaient considéré, après Simone de Beauvoir, vous le savez, que la femme était tout objet. Vous le savez parce que ça s'entend dans n'importe quelle marche militante. Que la femme était tout objet dans la loi et dans la civilisation. Ils le considèrent toujours d'ailleurs, il n'y a pas besoin de parler au passé, pour le dénoncer. Pour le dénoncer. Ce qui, d'une certaine façon, pourrait paraître curieux, puisque ces discours savent évidemment que ce n'est qu'une partie du statut féminin que d'être ou de se prêter à être l'objet, et que ça n'est pas la totalité, que ça n'est pas tout. Tout le monde le sait. C'est donc une dénonciation qui a pris, probablement consciemment et volontairement, la partie pour le tout, qui a pris le parti de prendre la partie pour le tout, en considérant que même si ce n'était que dans le discours de la loi que la femme est objet, alors qu'elle l'est beaucoup moins en dehors, chacun sait ça, eh bien c'était déjà en trop, c'était déjà trop. Voilà le parti pris de ces discours. En 1949, avant que Lacan ait construit son propos sur le féminin, on sait que Simone de Beauvoir était venue proposer à Lacan un entretien au moment où elle publiait donc le deuxième sexe, et que Lacan l'avait remerciée sans donner suite parce qu'elle ne prévoyait qu'un entretien
donc relativement bref, un entretien unique en tout cas, quand lui pensait avoir besoin de 4 ou 5 entretiens. Il avait donc refusé. Mais d'une certaine façon, c'est pas mal, parce que on peut considérer, on peut savoir qu'à cette date, il n'avait pas encore construit sa théorie du féminin. Alors certes, il aurait pu parler de beaucoup de choses, il avait déjà une idée, bien sûr, et une idée conséquente du féminin, mais il n'avait pas encore construit sa théorie essentielle, celle qu'il allait construire ensuite, c'est-à-dire celle d'une logique nouvelle qui permettrait de rendre compte de ce en quoi la femme n'est pas toute précisément objet phallique, selon la loi du discours. Enfin, elle est toute dans la loi, elle n'est pas toute dans le réel. C'était peut-être moins efficace sur le plan militant, ce que j'appelle ce féminisme du patou, puisque ça allège évidemment la charge de la dénonciation ou la responsabilité de la dénonciation. Quand quelque chose n'est pas tout insupportable, il va de soi que l'action militante ou le discours politique ou le discours efficace est évidemment très allégé. Mais pourtant, c'était plus juste et plus réjouissant, je dirais, sur le plan du réel. De nombreux auteurs aujourd'hui s'accordent pour considérer qu'avec son La femme n'existe pas, Lacan a objecté finalement, dans les années 70, donc, à Beauvoir, puisque le là de l'universel désignant l'objet du discours dans sa totalité, c'était son propos à elle. Pourtant, enfin, c'est important, c'est pas une objection. Néanmoins, Lacan avait été d'accord avec elle sur certains autres points, je l'ai plusieurs fois souligné, et sans le dire en effet, comme le remarque Elisabeth Roudinesco, qui vient de sortir un livre intitulé Le divan des femmes. Par exemple, il était d'accord avec elle, enfin, il était d'accord. En tout cas, il s'est orienté dans un sens comparable. Il était d'accord avec Beauvoir sur son refus de l'anatomie comme destin. Hein, cette fameuse grande théorie, soi-disant grande théorie du XXe siècle psychanalytique, où on a entendu ressasser ça sans que personne, à part Lacan, il faut bien dire, émette un doute plus qu'un doute d'ailleurs, puisqu'il a constamment expliqué, vous le savez, qu'on nous rebattait les oreilles avec cela et que ça n'était pas une vue saine de ce que Freud nous avait légué. Vous vous en souvenez, je l'ai mentionné. La femme n'existe pas donc, ne se conçoit qu'à l'écrit, l'axiome. Et à l'écrit pour lire évidemment la majuscule de l'universel qui lui donne son sens, alors que les séminaires de Lacan, on le sait, étaient transmis à l'oral. Et même une fois transcrit et édité, d'ailleurs, il reste de l'ordre de l'oral, ces séminaires. Bien sûr, la majuscule y est correctement reprise dans la transcription, et de ce fait, on s'aperçoit alors qu'elle s'écrit en miroir, en quelque sorte, de celle de l'homme. De celle de l'homme, alors que lui existe bel et bien. La femme n'existe pas, l'homme existe bel et bien. Donc, nouvelle indignation féministe, certes, mais allons plus loin. L'homme majuscule existe parce que les discours et les lois l'ont construit comme... Enfin, c'est mon interprétation, mais Lacan ne s'explique pas, bien sûr. Là-dessus, il mentionne simplement, tant ça peut paraître aller de soi, en effet. Pourquoi l'homme majuscule, lui, il existe? Eh bien, c'est parce que les discours et les lois qui l'ont construit, bien sûr, qui l'ont construit comme ce qui a et qui a ce qui est, l'objet féminin, eh bien, les civilisations, cet homme-là, elles l'ont produit, elles l'ont incarné, elles l'ont géré, elles lui ont donné les moyens d'exister. Voilà pourquoi il existe, tout simplement. Alors aujourd'hui que, comme je le disais, la lettre volée lui a été reprise, ce phallus signifiant, à la suite d'évolutions et de facteurs divers, mais pour l'essentiel, en effet, face à des femmes qui laissent ce pouvoir, à part les abus sexuels, eh bien, ce phallus qui lui a été repris, ce phallus qui lui a été repris comment? Mais parce que le siècle a corrigé l'erreur commune. Lacan a corrigé l'erreur commune qui a consisté à prendre le phallus pour un signifiant, alors qu'il n'est qu'un signifié, et que le signifiant, c'est la jouissance phallique. Je l'ai longuement commenté.
Mais il n'y a pas que Lacan qui a corrigé cette erreur. Lacan l'a corrigée en acte et de façon explicite et mentionnée comme telle. Mais le siècle aussi a corrigé cette erreur. C'est comme ça que le siècle a repris le phallus à l'homme majuscule. Il a corrigé l'erreur qui consistait à prendre ce phallus pour un signifiant alors qu'il n'était qu'un signifié, qu'un imaginaire. Alors aujourd'hui, il arrive quand même que cet homme majuscule veuille s'incarner à nouveau, nous le savons, nous en entendons beaucoup parler, que des groupes ou des empires violents dits masculinistes s'étendent et que certaines contrées du monde se croient obligées, destinées même à le reconstruire en plus féroce, en plus dangereux, répétant une fois encore, une fois pour toutes, espère-t-il, le vol de cette lettre. Parmi les signifiants maîtres, je viens maintenant aux autres signifiants. Outre la femme, il y en a un autre. Il y a ceux que la névrose emprunte comme sujet supposé savoir, à l'intérieur même de la structure, le signifiant la femme pour l'hystérie, dans l'hystérie, c'est le sujet supposé savoir, et le signifiant le maître pour l'obsession, dans l'obsession, c'est le sujet supposé savoir. Quand on avait d'ailleurs conclu, vous avez peut-être ça en tête, que le maître c'est aussi con que la femme. Ces signifiants supposés savoir sont eux aussi, bien sûr, des constructions de discours. Et ils signifient ceci, par exemple, dans la névrose obsessionnelle, on suppose qu'il en existe un, le maître, qui, au moins un, bien sûr, qui sait ce qu'il veut et qui sait comment il faut faire pour l'obtenir, qui a un désir qui n'est donc ni impossible, ni défaillant, lui. C'est con en effet, parce que même si le désir peut être autre chose qu'un désir impossible ou défaillant, il n'empêche que l'inconscient y intervient toujours dans une certaine mesure et pour saboter en quelque sorte, d'une façon ou d'une autre, la réalisation de ses désirs. Pour l'autre signifiant, dans la névrose hystérique, c'est encore pire. Ce signifiant la femme, il signifie qu'il en existe une, au moins une, la femme majuscule précisément, qui sait ce qu'il faut pour la jouissance de l'homme. Ce sont les définitions même de Lacan que je reprends là. Qui sait ce qu'il faut pour la jouissance de l'homme, c'est-à-dire ce qui consiste à s'en faire complètement l'objet. Voilà la définition. C'est-à-dire ce qui épouse totalement, vous le voyez, la loi sexuelle, bien sûr. Eh bien, de ce projet, Lacan disait drôlement que quand c'est le cas, quand la femme se fait totalement objet, l'homme ne rencontre alors en elle que son complément corporel, il est comblé, c'est-à-dire parfaitement floué. Cette femme supposée savoir ce qu'il faut pour la jouissance de l'homme, entièrement donc objet phallique, ça n'est rien d'autre que l'énoncé de la loi sexuelle, alors qu'on sait très bien, la loi elle-même, si on peut dire ça, que son autre jouissance existe, et qu'elle n'est pas entièrement, qu'elle ne peut pas être entièrement objet phallique du désir de l'homme. Même si la loi, tout en le sachant à l'évidence, tente de l'y résorber en entier. Elle tente de l'y résorber en entier à l'aide de ces mythes féminins dont j'ai fait le commentaire dans Féminité singulière, comme Ève, Marie, etc. Une autre remarque essentielle de ce texte, le savoir de l'inconscient, c'est celui sur lequel nous nous basons, bien sûr, celui sur lequel nous construisons notre pratique et notre pensée, mais il n'existe pas sans un véhicule qui nous y donne accès, et ce véhicule, c'est le discours analytique. Ce qui veut dire que les élaborations qui ne viennent pas de l'expérience analytique ne concernent pas ce savoir de l'inconscient. Ça, c'est parfaitement repérable dans l'histoire de la psychanalyse. Tous ceux qui ne se sont pas basés au fur et à mesure de leur cheminement de pensée sur ce que l'analyse elle-même, c'est-à-dire la relation de l'analysant et de l'analyste, leur transmettait, se sont éloignés de l'inconscient, jusqu'à le renier parfois, on le sait. Là-dessus, Lacan dit ceci. Quoi de là peut se dire du savoir qui existe pour nous dans l'inconscient, qu'un discours seul articule? Quoi peut se dire dont le réel nous vienne par ce discours? Fin de citation. Pas par ailleurs. Et ce discours, il poursuit, que je dis analytique, c'est le lien social déterminé par la pratique d'une analyse
Et il vaut, et c'est là ce que j'apporte, d'être porté à la hauteur des plus fondamentaux des liens qui restent pour nous en activité. Fin de citation. Qui restent pour nous en activité, on aurait préféré que ce soit une autre formulation, qui soit un petit peu moins précaire et peut-être un petit peu moins provisoire. Évidemment, cela s'entend. Cela s'entendait déjà dans les années 70. Lacan souligne ensuite que s'il s'est autant démené, en quelque sorte, je le résume ainsi, eh bien, c'est pour continuer de faire exister ce discours, donc pour qu'il y ait des psychanalystes. Il dit ceci, moi je cogite éperdument, pour qu'il y en ait de nouveaux comme ça. C'est sans doute de ne pas moi-même y atteindre. Plus on est de saints, plus on rit. C'est mon principe, dit-il. Fin de citation. Il faut donc en effet multiplier les saints, c'est-à-dire ces analystes qui accueillent les déchets subjectifs des discours, qui décharitent en ce sens, tout ce qui du sujet n'a de place dans aucun autre discours. C'est là leur forme de charité, leur accueil du déchet étant de ce fait même déchet lui-même du discours. Évidemment, plus on est de saints, rime avec plus on est de fous, c'est le cas parfois. C'était le cas lorsque dans ce dernier samedi, dans notre association par exemple, on a retrouvé un élan conséquent, un élan qui a été multiplié par des jeunes analystes, où en quelque sorte, plus on était de fous, plus on riait, plus on était de saints, veux-je dire. Ce point de vue va jusqu'à supposer donc qu'un nombre suffisamment grand aurait des effets considérables face au discours capitaliste. Je le cite. Lacan s'avance énormément en disant ceci. Et il ne nous explique pas comment, mais nous pourrions le retrouver. Il dit ceci, ça pourrait être la sortie du discours capitaliste, mais ça ne constituera pas un progrès si ça ne se passe que pour certains. C'est-à-dire, il faut beaucoup de saints, il en faut un grand nombre, pour qu'il puisse y avoir une chance que par ce discours analytique, on trouve une sortie du discours capitaliste. Ça ne constituera pas un progrès si ça ne se passe que pour certains. De nos jours, à ce propos, on trouve une situation assez particulière, puisque le savoir de l'inconscient, plus ou moins bien transmis par la psychanalyse, on le sait, euh, 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 actuellement rejeté dans la sphère publique, dénoncé, dévalué, les livres et publications encore moins lus que les autres, et pourtant, vous le savez, il se produit ceci, que les cabinets de psychanalystes ne désemplissent pas, du moins à certaines conditions. C'est qu'une fois rejetée des médias et des discours courants, la psychanalyse continue de transmettre son savoir par son discours à deux, par les analyses qui s'effectuent. Par ce biais, en quelque sorte, elle continue de changer parfois des vies entières. Et des personnes continuent d'en témoigner. Quant à la phrase que j'ai annoncée, cette phrase féministe sur le rapport de l'homme et de la femme, de ce féminisme du patou que je mentionnais tout à l'heure, qui fait tant rire les féministes, puisque les auteurs féministes se demandent comment un Lacan qui a dit la femme n'existe pas pourrait être féministe, que celui qui s'est consacré si longtemps au phallus comme signifiant central du système patriarcal, comment pourrait-il être féministe? Eh bien, je vais à nouveau répondre à ces objections un petit peu plus loin ce soir, par le biais d'étudier de près la formulation, bien sûr. Celle-ci, tout d'abord. Peut-on dire par exemple que si l'homme veut la femme, il ne l'atteint qu'à échouer dans le champ, de la perversion. Fin de citation. Je précise que cette formulation se vérifie d'expérience analytique, une fois de plus, bien sûr. Mais il se demande si c'est enseignable à tout le monde, si c'est scientifique. Il tranche ensuite en ajoutant qu'il ne dit pas que c'est vérifié, mais que quand même c'est enseignable. Aussitôt, il ajoute que c'est d'ailleurs absolument sans conséquence, puisque de toute façon, la femme n'existe pas. C'est là que la majuscule prend tout son sens. Elle est des deux côtés dans cette phrase, du côté de l'homme, construction du discours, et du côté de la femme, que ça n'engage à rien puisqu'elle n'existe pas.
Mais on sait très bien que ça a des effets extrêmement sensibles, même si elle n'existe pas. Je cite, qu'elle n'existe pas n'exclut pas qu'on en fasse l'objet de son désir, dit Lacan, au contraire, d'où le résultat. Le résultat est donc d'échouer dans le champ de la perversion pour ce qui constitue la syntaxe de la loi sexuelle, celle où l'homme universel est supposé rencontrer la femme universelle. Cependant, il ajoute que bien entendu l'homme qui se trompe en visant la femme peut aussi rencontrer une femme. Et dans ce cas, toute autre chose se passe, bien sûr, toute autre chose de possible que le champ de la perversion, bien sûr. Une femme qui, elle, existe bel et bien, évidemment, et qui n'est pas seulement, évidemment, objet du désir. Ça va de soi. Dans ce cas, dans le cas où c'est en tant qu'homme majuscule qu'il la rencontre, qu'arrive-t-il? Eh bien, il rencontre, en somme, Lacan ne rappelle pas dans ce texte, mais je le rappelle, il le mentionne ailleurs, qu'il rencontre en somme son heure de vérité. Il rencontre son heure de vérité dans la mesure où il découvre qu'il n'est pas si simplement cet homme majuscule, c'est-à-dire ce qui a et qui a ce qui est. C'est là, dit Lacan, que se déroulent les plus hauts faits de l'amour qui consistent à réussir le rapport sexuel en le ratant, selon une courbe qui va du tragique au comique. Ce n'est pas une citation, c'est un résumé. Cette remarque donc sur l'homme et la perversion ne concerne que l'universel de la femme, bien entendu, c'est-à-dire la loi sexuelle. La loi sexuelle est un énoncé pervers en tant qu'universel, c'est-à-dire cet homme majuscule qui veut la femme majuscule, et non pas celui qui rencontre une femme, cela va de soi. Quant au rapport d'une femme avec l'homme universel, Lacan en dit qu'elle ne peut que se l'interdire. Pourquoi? Il ajoute, ce n'est pas de ce que ce soit l'autre, sous-entendu qu'elle ne peut que se l'interdire, et que de ses mœurs, donc, on ne sait rien, mais de ce qu'il n'y a pas d'autre de l'autre, dit-il. Fin de citation. Qu'est-ce que ça veut dire? L'autre de l'autre, c'est Dieu ou le Père mythique. Si cette femme, une femme, on en est à une femme, là, on n'est plus dans l'universel, n'est-ce pas? Si cette femme désire l'universel de l'homme, c'est-à-dire, encore une fois, celui qui a et qui a ce qui est, c'est-à-dire la femme comme objet, ça voudrait dire alors qu'elle serait tout objet, si elle le désire? Alors oui, dans ce cas, c'est de la folie, en effet. Seul le sujet psychotique peut être tout objet pour la jouissance de l'autre, en effet. En somme, il faut être psychotique pour désirer l'homme universel, l'homme majuscule, que définit la loi. Mais dira-t-on, et l'hystérie alors? Son désir aussi se formule au regard de l'universel de l'homme. Mais le désir de l'hystérique, s'adresse non pas à tous les hommes, regardez-le bien, mais justement à un seul, c'est-à-dire à l'au moins un qui n'est pas châtré. Et que Lacan écrit dans cette occasion, vous l'avez en tête certainement, H-O-M-O, au moins un, l'homo, moins un, avec donc le H majuscule de l'homme universel. Ben, c'est le Père et ses avatars, c'est le Père et les figures du Père. Parce que l'hystérie, donc, c'est bien que ce que la loi énonce n'existe pas. Elle le sait bien, concernant l'homme majuscule. Elle sait bien que l'homme majuscule ne saurait, que l'homme ne saurait, un homme ne saurait se définir comme ce qui a et ayant ce qui est, au sens universel. Mais elle le promeut pour un seul, pour le Père, au moins un. Elle récuse l'homme majuscule, sauf un, dont elle refoule la castration, c'est ce qu'on appelle le Père idéal. Elle sait aussi que ce que la loi énonce concernant la femme majuscule, c'est-à-dire l'universel de l'objet phallique, n'existe pas. Elle le sait, tout à fait. Mais elle le promeut. Elle le promeut pour toutes les femmes, fût-ce, je le disais tout à l'heure à propos des féminismes, pour le dénoncer. Elle promeut que la femme se résume à l'objet phallique, que toutes les femmes se résument à l'objet phallique, sauf pour elle, sauf une. L'hystérique d'ailleurs, disait Lacan joliment, n'est pas une femme. Et en effet, elle n'est pas une femme en ce sens, puisqu'elle parle comme sujet d'un discours au nom de toutes les femmes, ce qui est tout autre chose.
En somme, de cette formule frappante qu'une femme ne rencontre l'homme que dans la psychose, on voit que le sens est finalement là aussi assez clair et encore une fois assez féministe. Il n'y a que dans la psychose qu'une femme peut vouloir, peut croire à cet homme universel et vouloir être entièrement l'objet de son désir. On voit la portée de ces formules. Lorsqu'on les déchiffre en chaque cas, en écrivant la majuscule ou en la lisant, le sens de l'universel et celui du particulier ou du singulier est parfaitement clair dans chaque cas et évidemment tout à fait opposé l'un à l'autre. Alors qu'à l'oral, si vous n'écrivez pas vos majuscules, donc à l'oral, dans cet enseignement essentiellement oral, jusque dans le film télévision, puisque, comme Olivier le soulignait tout à l'heure, une prise de parole parfaitement orale avec les gestes qui vont avec, eh bien ces formules ont une répercussion provocante, parfaitement provocante, alignant les universels, ceux qui n'existent pas comme ceux qui existent ou face à ceux qui existent. Eh bien, Lacan conclut de ce rapport d'une femme à l'homme majuscule que si l'universel de ce qu'elle désire est de la folie, ce pourquoi la raison que je viens d'expliquer, et c'est pour cela, dit-il, qu'on dit que toutes les femmes sont folles. Ajoutant aussitôt une contradiction, comme il aime à les faire aussitôt dans une même phrase, c'est même pour cela qu'elles ne sont pas toutes et qu'elles ne sont pas folles du tout. Cette folle du tout, ce folle du tout, dont j'ai souligné déjà l'équivoque formidable qui veut dire, certes, elles ne sont pas folles, mais ça veut dire aussi, voire surtout, qu'elles ne goûtent pas beaucoup le tout. Pas d'homme majuscule donc pour une femme, que ce soit en logique où elle choisit le pas tout, ou que ce soit en amour où elle choisit le plus souvent un autre manquant, c'est-à-dire l'O-1, là aussi, Lacan l'appelle de la même façon, mais ça ne s'écrit pas du tout de la même façon. L'O-1 d'une femme et l'O-1 de l'hystérique. L'O-1 de l'hystérique, c'est calqué sur le H majuscule de l'homme majuscule, tandis que l'O-1 d'une femme, c'est l'autre manquant. C'est l'O-1, comme on écrit Au-1, qui s'écrit donc normalement, si l'on peut dire, et qui se définit, Lacan le définit très bien et très simplement, ce qui est parfaitement cohérent avec tout ce raisonnement magistral que je viens de montrer, qui se définit comme celui qui, cet homme-là, l'O-1, homme, qui renonce à la fonction phallique pour cette femme-là, qui renonce donc à l'homme majuscule, bien sûr, pour cette femme-là. Et ce qu'elle peut donner dans ce cadre, alors, estime-t-il, c'est pratiquement sans limite. Voilà la conclusion. Voilà la conclusion. Et dans ce cas, il va même jusqu'à expliquer que pour elle, pour cette femme-là, pour une femme, il n'est pas vrai que passer les bornes, il ne faut pas oublier la limite, axiome bien connu qu'il mentionne, parce qu'il n'y a pas de limite, je cite, aux concessions que chacune fait pour un homme. Son corps, son âme, ses biens, simplement, elle n'en peut mais pour ses fantasmes, dont il est moins facile de répondre. Fin de citation. Elle se prête donc à cette perversion de l'homme majuscule et donne vie à la mascarade féminine, c'est-à-dire ce semblant d'être comme objet du désir. Ce qui n'est pas un mensonge, Lacan le souligne, puisque ça consiste à se tenir prête à tout hasard pour le fantasme de l'homme. Pas pour le réaliser ou pas tout à fait pour le réaliser, mais plutôt pour qu'il trouve là son heure de vérité. Soit précisément qu'il ne saurait aussi simplement être l'homme majuscule pour elle. Il y a donc là, vous le voyez, toute une boucle complexe qui là aussi est d'une topologie assez précise euh, 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 et qui est, si on veut, l'ordinaire de la rencontre, parfaitement contingent, bien sûr, d'une femme et de l'au moins un homme qui accepte en elle son heure de vérité. Voilà, je vais peut-être arrêter là, même si c'est pas tout à fait fini, c'est presque fini ce que j'avais préparé. Je vais peut-être arrêter là pour qu'on ait le temps d'en discuter, si vous le souhaitez. Est-ce que ça vous parle? Olivier? Olivier Micro?
Olivier Micro. Olivier Macron, il est là, quoi. Il y a quelque chose que je trouve très, très important euh, dans tout ce que tu as dit. On ne peut pas détailler vraiment en l'état. C'est la différence entre ce qui serait au fond l'irrésistible dans la psychose et une formule un peu du fantasme dans l'hystérie. Je crois que c'est très important parce que ça peut nous renseigner sur l'érotomanie. Oui, bien sûr. Et que c'est une question qui se pose souvent dans nos cliniques, y compris quand j'étais à Villévrard dans la clinique hospitalière. De, il y a quelque chose dans l'érotomanie, dans la psychose, qui est véritablement irrésistible, qui n'est pas dialectisable. Mhm. Alors que dans l'hystérie, il se peut que dans un travail, on dirait, analytique, quelque chose qui fait euh, non seulement accueil, mais presque acte de naissance du discours inconscient, il se peut qu'il y ait une dialectique sur je me suis trompé d'objet. Mhm. Et donc, Bien ça, sûr. c'est très très important. Mhm. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense, c'est un peu con, mais enfin je pense ça, que plus la clinique est DSMisée, etc., plus ce qui est fort clos, c'est le sexuel. Mhm. Bien sûr. Voilà. Donc ça, là, il me semble que tu as apporté une ligne de repérage extrêmement précieuse. Bon, tout ce que je peux dire pour le moment, il y a beaucoup Mhm. de choses. Mhm. Si, bien sûr, la question du phallus comme signifié Mhm. permet très certainement à la psychanalyse Mhm. de, 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 de- d'accepter qu'il y ait d'autres modalités de la loi sexuelle que celle qui vaut pour carte de crédit dans nos contrées. Mhm. Si le phallus est du côté du signifié, pas du signifiant, Oui, alors à ce moment-là, on oui. peut réfléchir sur les différentes modalités de la loi sexuelle, Mhm. les différentes institutions de la loi sexuelle. Si c'est insignifiant et pas signifié, Mhm. on est foutu. Mhm. Mhm. Et je pense que beaucoup de querelles d'arrière-boutique, mais qui reviennent au premier plan, sur l'universalité de l'Oedipe, Oui, gagneraient en clarté, oui. peut-être même en tolérance, si l'on prenait au sérieux que le phallus est du signifié, pas du signifié. Mhm. Mhm. Ça me semble important. Oui, oui. Mais c'est très difficile, cette distinction, y compris parmi les psychanalystes, peut-être même plus encore qu'ailleurs chez les psychanalystes. C'est très difficile pour une raison simple, c'est qu'ils ont quand même été nourris pendant des années et des années, on le disait avec Paola récemment, euh, 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 et après coup, euh, 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 pendant des années, des dizaines d'années, non seulement par j'allais dire, l'air ambiant, où bien entendu toute la société prenait encore le phallus pour insignifiant, c'est-à-dire insignifiant, c'est quoi? C'est quand même ce qui fait loi dans l'ordre symbolique, tout de même, insignifiant maître en tout cas. Bon, donc tout le monde prenait le phallus pour insignifiant, jusqu'à là quand même, hein? Tu t'en souviens, jusqu'à Lacan lui-même. Et même lorsqu'il l'a corrigé, il l'a corrigé précisément à propos du transsexuel. Vous vous souvenez, en disant que le transsexuel, par rapport à l'erreur commune
de prendre le phallus pour un signifiant, alors qu'il n'est qu'un signifié, et que le signifiant, c'est la jouissance, donc la jouissance phallique. euh, 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 il disait la folie du transsexuel, vous avez ça en tête, c'était de sanctionner cela par la chirurgie. Tout le monde en a déduit, ça donne une idée de comment on le lit, mais aussi du fait qu'il ne l'a pas dit très fort. Tout le monde en a déduit que c'était le transsexuel qui faisait cette erreur de prendre le phallus pour un signifiant, alors qu'il avait bien dit c'est l'erreur commune, y compris la sienne. C'est beaucoup plus récent que notre société a acté, je dirais pas compris, mais elle a acté que le phallus n'était qu'un signifiant. Notre société elle-même l'a fait, hein. Peut-être pas de façon tout à fait durable et stable, mais en tout cas elle l'a fait à l'étape actuelle. Qu'en penses-tu, Paola? Moi aussi, je pense que c'est très remarquable, hein, ta lecture de la position de psychotique justement et de l'hystérique. Je pense que c'est vraiment crucial, très très important et très illuminant d'un point de vue clinique, vraiment. Euh, je voudrais revenir un peu à ce que tu disais par rapport au fait que les civilisations ont constitué et ont soutenu la loi sexuelle, n'est-ce pas? La, la loi sexuelle, oui, bien La sûr. loi sexuelle. Mhm. Et donc, c'est-à-dire, j'apprécie ce que tu dis par rapport à la question du pessimisme, de comment aborder le pessimisme de Lacan, parce que c'est la question qui me Oui, tracasse. oui, moi aussi, oui. Voilà. Je travaille beaucoup sur ça. Mhm. Donc, j'aimerais un peu savoir si tu peux en dire un peu plus hein, de cette sortie du discours capitaliste, parce que là, il y a quand même comment je pourrais dire, une étincelle par rapport justement à ce que tu disais, bon, le discours analytique, hein, donc le travail analytique. Donc, si tu pourrais dire un peu plus, j'aimerais beaucoup savoir. Oula. Alors, c'est pas une chose à laquelle j'ai encore réfléchi ou donc travaillé. Euh, je dirais que ce texte de télévision m'y porte, mais je n'ai pas de réponse préparée du tout à cette question. Je dirais simplement qu'elle me semble s'orienter à partir de la définition de ce discours capitaliste qu'on avait ensemble évoqué lors des premiers séminaires sur ce séminaire cette année sur télévision, c'est-à-dire en définissant, si tu te souviens, le discours capitaliste, qui est la définition lacanienne, bien sûr, en définissant ce discours capitaliste comme un discours où, à un endroit donné, au lieu que le passage vers la jouissance soit impossible, comme dans la plupart des discours, comme dans tous les discours, il y a toujours un endroit où il n'y a pas de passage possible vers la jouissance, eh bien, dans le discours capitaliste, cette question a été résolue par l'astuce, ou si on peut dire, le fait d'avoir remplacé là la jouissance par un plus de jouir. Et que dès lors, le passage vers le plus de jouir, non seulement il n'est pas impossible, mais il est même tout à fait favorisé. Et que ça tient cette place de la jouissance, et que c'est pour ça que le passage là est tout à fait possible. Alors, je ne fais pas en tout cas à l'heure actuelle, de relation directe entre le discours capitaliste et la loi sexuelle, parce que la loi sexuelle, elle vient pas du discours capitaliste, même s'il est en étroite épousaille, je dirais, avec elle. La loi sexuelle, elle vient de la Genèse, tu le sais. C'est dans la loi, c'est dans la Genèse que on retire une partie de l'homme pour en faire le tout de la femme, et le tout de la femme comme objet de l'homme. La Côte d'Adam, c'est quand même le premier logiciel, si je puis dire, de la loi sexuelle. Et à partir de là, elle est appliquée telle qu'elle dans les patriarcats, dans les logiques patriarcates des différentes civilisations monothéistes. Il y a d'ailleurs évidemment des lois sexuelles dans les civilisations non patriarcales qui aboutissent, on le sait, à des résultats assez comparables, à savoir de définir l'homme majuscule comme ce qu'il y a et à ce qui est l'objet féminin, à ceci près que
Enfin, il y a des variantes, ça va de soi, et des variantes notamment du côté de la polygamie. C'est une certaine variante de la loi sexuelle, c'est que justement, qu'il y ait plein de petits objets A change l'application de l'homme universel et évidemment de la femme universelle. Alors, je dirais donc que je ne sais pas comment cette sortie du discours, je ne le sais pas, je le découvre avec toi si tu veux, que cette sortie du discours capitaliste pourrait être permise par un discours, puisque je reprends ce qui est dit à la lettre, par un discours analytique où il y aurait suffisamment, en somme, d'analystes, euh, 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 alors que, alors que, d'une certaine façon, des analystes, il y en a eu assez à une certaine époque, et notamment à partir de Lacan, pas seulement, il y en a eu beaucoup, beaucoup et déjà assez à partir de Freud, mais il y en a eu aussi beaucoup et assez à partir de Lacan. Nous voyons bien que ça n'a donné aucune sortie du discours capitaliste, bien au contraire. C'est plutôt la psychanalyse qui a été, au niveau des médias et au niveau du discours capitaliste, remerciée à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas, je n'en sais pas plus, je me pose la question. Oui, je travaille sur la même chose. C'est intéressant. Et donc, Oui, on continuera à en on discuter. continue à travailler sur cette chose. Est-ce Oui. qu'il y a d'autres questions? Non? Bien, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, alors on va se dire bonsoir. Et nous nous retrouvons le 22 mai à la même heure, à 21 h, par Zoom toujours, avec Alain nous aura rejoint, je pense, avec également comme invité Paola Mieli, qui nous parlera de New York, et Paul-Laurent Assoun, chacun sur un thème qu'ils auront choisi à partir de télévision. Voilà, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci. Super. Merci. Merci Merci. beaucoup. Au Merci beaucoup à tous. revoir.